Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, Quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle des protocoles des sages de Sion, le faux le plus célèbre et le plus diffusé des textes conspirationnistes. Imaginez, les Juifs conspirent depuis toujours contre le reste de l'humanité. Leur plan visant à dominer le monde a été découvert et il se nomme les protocoles des sages de Sion. Par un pacte secret remontant au roi Salomon, les sages de Sion complotent pour nous asservir. Et de génération en génération, leurs agissements sont restés dans l'ombre jusqu'au tout début du XXe siècle, lorsque ce texte a été révélé. Les protocoles constituent ainsi la preuve écrite que les Juifs sont derrière les grands événements de l'histoire. Des révolutions françaises et soviétiques à la création de l'État d'Israël, on retrouve partout et toujours la marque des sages de Sion. Et après s'être attaqués à l'Europe en détruisant les fondements du christianisme, ils ont désormais pris pour cible le monde musulman. Les protocoles des sages de Sion, c'est l'occasion pour Tous Parano de revenir sur l'une des figures les plus persistantes du méga-complot, le complot juif. Les Juifs ont été persécutés dans le monde entier pour une bonne raison, Kyle. Vous êtes une race de voleurs au nez crochu qui, depuis des millénaires, s'est toujours débrouillée pour appartenir au cabinet noir de la société. Comment les Juifs ont pu obtenir tant de pouvoir et comment arrivent-ils à manipuler nos esprits aujourd'hui? Si dans les faits, les Juifs sont réellement métamorphes, nous devons nous unir en tant qu'espèce et les combattre pour stopper leur plan de domination mondiale et de contrôle de notre liberté. Tous parano. Les protocoles sont reconnus comme un faux depuis maintenant presque 100 ans. Mais petite précision, et c'est sans doute ce qui fait la particularité de cet épisode. Contrairement à notre habitude, où nous retraçons l'histoire et la propagation d'une théorie du complot spécifique, nous allons ici vous raconter l'histoire d'un faux document qui a eu un succès planétaire inattendu. Un faux présenté comme authentique par son auteur. C'est-à-dire comme émanant des mystérieux sages de Sion. Alors Gaël, commençons par le commencement. Où, quand et par qui ont été fabriqués les protocoles? Les protocoles ont été fabriqués à Paris entre 1900 et 1901 par l'Okhrana. Les services de la police politique secrète de Nicolas II, alors tsar de Russie. T'es assez calé en histoire des services secrets. Tout à fait, c'est la section étrangère des services secrets russes basée à Paris, dirigée par un certain Pierre Rachovski, qui est à l'origine des protocoles des sages de Sion. De Paris, il anime un groupe composé d'une dizaine d'agents provocateurs qui mènent des actions de sabotage, des actions de grève. Ouais, son objectif essentiel à Pierre Rachovski, c'est infiltrer les syndicats ouvriers et les partis révolutionnaires pour endiguer leur influence en Russie. Alors voilà, dans son équipe, il remarque le jeune Mathieu Golovinsky. Alors ces deux hommes partagent les mêmes convictions. On pourrait dire aujourd'hui, ils sont d'extrême droite. En tout cas, ils se lient d'amitié en dépit de leurs différences d'âge. Rachovski, c'est un homme mûr et il confie à Golovinsky la tâche de réaliser son projet le plus ambitieux. C'est produire un faux document constituant la preuve d'un complot juif menaçant le régime du tsar. Les protocoles des sages de Sion. Alors on va revenir sur Mathieu Golovinsky. Golovinsky, c'est quelqu'un qui effectivement a une vie rocambolesque, un petit peu comme on peut imaginer la vie d'un homme bien né. Tu dis bien né parce qu'il vient d'une famille aristocratique. Les parents de Golovinsky fréquentent Fedor Dostoïevski, que nous adorons. Et durant sa jeunesse, Golovinsky se lie même, c'est encore plus étonnant sans doute, d'amitié avec Lénine. Leurs deux familles œuvrent à évangéliser les paysans païens de la Volga. Ouais, en tout cas, leur évolution politique ensuite va pas suivre vraiment la même trajectoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Golovinsky, il étudie le droit, il est membre d'un groupe antisémite et contre-révolutionnaire nommé Fraternité Sacrée. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes idées. Voilà, Lénine est révolutionnaire, bon. Et c'est pas pour rien que Golovinsky va travailler pour le tsar. Ça s'explique aussi parce qu'il est d'abord avocat, mais
il est rapidement radié pour une affaire de détournement de fonds. Ne disposant plus d'activité légale, il va servir de ses contacts, donc L'extrême droite. oui, voilà, pour être recruté par l'Ukraine. Alors Golovinsky, il a l'avantage de parler français. Ça lui permet d'envisager, waouh, le truc le plus cool de l'époque, c'est-à-dire s'installer à Paris. Et il vient à Paname, quoi. Et alors là, il est secrètement chargé d'écrire des articles pour influencer les journaux français en faveur de la politique russe, bien qu'officiellement, il soit enregistré comme étudiant en médecine. Et c'est super ce qu'il fait. Et à un moment, on lui demande d'écrire les protocoles, finalement. Golovinsky choisit de présenter le document comme un compte-rendu, celui d'une séance secrète qui serait déroulée en marge du premier congrès sioniste, qui pour le coup s'est réellement tenu à Bâle, et ce, durant l'été 1897. Son document révèle le plan des fameux sages de Sion pour conquérir le monde. Et à ce titre, il constitue une formidable mise en garde contre ce qui apparaît comme la plus dangereuse des conspirations. Le travail de Golovinsky est jugé très convaincant par Rachowski. À son supérieur. Et on va décider de diffuser ce texte, ce faux, les protocoles. Et pour cela, on va utiliser un canal parallèle, pourrait-on dire, en faisant appel à une autre personnalité marquante du réseau d'espions de Golovinsky. Tu meurs d'envie de prononcer son nom. Oui, je vous présente Yuliana Glinka. Regardez-la. Glinka. Elle est célèbre dans les cercles ésotériques et occultes parisiens. Alors si Glinka est contactée, magnifique, superbe, c'est parce que sa famille est proche de la famille impériale. Elle a par exemple été demoiselle d'honneur, le mariage de l'une des filles du tsar, ce qui est pas rien. Oui, et puis son oncle, c'était un haut dignitaire de l'armée. Une fille bien née également, et c'est par son intermédiaire que le document aurait été transporté en Russie avant d'y être diffusé. Oui, parce que ce texte, même s'il est composé à Paris, il est destiné à la Russie. C'est un monde de parano. Vous êtes tous parano. Alors pourquoi les services secrets russes ont-ils confectionné ce faux document ? Qui en plus a pour but de duper tout le monde, y compris le tsar lui-même. Alors l'explication la plus communément admise, c'est paradoxalement pour asseoir l'autorité d'un Nicolas II souvent jugé un peu mou. Le tsar, qui a succédé à son père, Alexandre III, souffre de la comparaison. Et cela inquiète les milieux conservateurs à la tête de la Russie. Mais oui, il y en a même qui veulent contraindre l'empereur à mener une politique de fermeté à l'égard des Juifs, voire l'inciter à la durcir. Et pour cela, il faut des leviers d'influence. C'est ainsi que la diffusion du faux document pourrait permettre d'apporter une légitimité à un certain nombre de mesures ou d'actions anti-juives qui pourraient être prises par le pouvoir tsariste. Ah oui, si les Juifs ont un plan comme ça de domination du monde, effectivement, ça justifie quelques mesures répressives. Des mesures qui pourraient alors être facilement considérées par l'opinion publique comme des mesures, j'ai envie de dire, préventives, permettant de faire face à un péril imminent. Alors c'est en août 1903 que les protocoles sont pour la première fois publiés en Russie sous la forme d'un feuilleton dans un journal d'extrême droite nommé Zamia, le drapeau, sous le titre « Programme de la conquête du monde par les Juifs ». C'est intéressant parce que le créateur du journal, il est connu pour être l'organisateur du pogrom de Kishinev 4 mois avant. Donc on a une illustration claire que les protocoles peuvent servir à légitimer des actions anti-juives. Et donc ensuite, 16 mois plus tard, en décembre 1905, là les protocoles font l'objet de 2 publications, et là in extenso. C'est la première fois qu'ils sont publiés entièrement. La première publication est anonyme, mais la seconde, seulement quelques jours plus tard, est attribuée à l'écrivain mystique Serge Nilus, qui ajoute le texte des protocoles en appendice de son livre à succès Le Grand dans le Petit, l'Antéchrist en tant que possibilité politique imminente. Sergueï Nilus,
Ça dépend si on veut franciser son prénom. Sergei Nilus. Sergei Nilus, c'est plutôt ça, effectivement. Alors, c'est le premier donc à publier intégralement les protocoles. Il le présente comme un document qu'il aurait dérobé aux archives de la chancellerie secrète de Sion. Ouais, là, il semble faire référence à l'Alliance israélite universelle, basée à Paris. Et donc, cette Alliance israélite, c'est une association française, fondée en 1860, qui existe toujours d'ailleurs, et dont l'objectif originel consistait à défendre les Juifs persécutés dans le monde et à répandre les bienfaits de la civilisation française. Ce qui est important, effectivement, c'est que ce document viendrait de Paris. Et de fait, il vient de Paris. Et dans le grand, dans le petit, Serge Nilus présente les protocoles comme un document authentique. C'est bien ça qu'il faut se dire. Aucun doute n'est permis. Les événements se précipitent dans le monde avec une effroyable rapidité. Discorde, guerre, rumeurs, famine, épidémie, tremblements de terre. Tout ce qui hier encore était impossible est devenu aujourd'hui un fait accompli. Les jours défilent comme s'ils le faisaient au bénéfice du peuple élu. Le roi issu du sang de Sion est prêt à monter sur le trône de l'Empire universel. Un extrait du Grand dans le Petit. Et Nilus n'est pas isolé. Les nationalistes russes estiment que les Juifs complotent depuis l'origine. Citons Mikhail Menchikov. Oui, c'est l'un des premiers à mentionner les protocoles, finalement. Moi, il écrit ainsi à peu près au même moment. Dès 929 avant Jésus-Christ, à Jérusalem, un complot secret fut fomenté par le roi Salomon et les sages juifs contre tout le genre humain. Les protocoles de ce complot et leurs commentaires ont été conservés en grand secret et se sont transmis jusqu'à aujourd'hui de génération en génération. Ce qui est dit, c'est effectivement qu'un complot est en cours depuis plus de 2000 ans et que les protocoles en apportent désormais la preuve irréfutable. Les anciennes figures mythiques d'Israël, telles que Salomon, mais aussi leurs héritiers, les principaux dirigeants sionistes de l'époque, comme Théodore Herzl, sont présentés comme ceux qui manipulent les rois et les peuples. L'ennemi absolu et mortel s'incarne enfin à travers une figure qui résumerait toutes les menaces, et ce depuis des siècles, les fameux sages de Sion. Oui, pensez à l'époque, à ce moment-là, tout est un peu incertain en Russie. Les nationalistes russes, ils sont particulièrement sensibles à ce message, et en toute logique, les protocoles sont surtout diffusés parmi ceux qui partagent les mêmes idées politiques. Mais les protocoles annoncent aussi une entreprise de déchristianisation de la société. Et là, il y a des passerelles qui se créent entre nationalistes russes, mais aussi hauts dignitaires de l'Église orthodoxe. Et c'est comme cela que les protocoles commencent à être diffusés plus largement au sein du clergé russe. Dès 1905, dans un contexte marqué par une intense agitation révolutionnaire, c'est à l'époque, de nombreuses émeutes, le métropolite Vladimir, patriarche de l'Église orthodoxe, c'est un titre religieux, lance un appel au calme en se référant très explicitement au protocole. Il dit ceci: « Si seulement nos malheureux ouvriers savaient qui les dirige, ils s'en détourneraient avec horreur. Ceux-là même rêvent de réduire en esclavage le monde entier dans leurs protocoles secrets. Ils nous traitent, nous autres chrétiens, d'animaux auxquels Dieu n'a donné qu'une apparence humaine, afin que, les soi-disant élus, n'aient point de répugnance à nous utiliser. » Tous parano. Tous parano. Tous parano. Nous venons de voir comment les protocoles des sages de Sion avaient été diffusés en Russie. Et jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, les protocoles sont essentiellement une arme idéologique, certes, mais qui reste dans la main des polémistes antisémites russes, de la police tsariste. Leur influence s'arrête aux frontières de la Russie. Mais avec la révolution de 1917, tout va changer. Oui, avec la révolution bolchevique, l'assassinat de la famille impériale et la fin de la Première Guerre mondiale, le péril juif devient péril rouge. L'exécution du tsar Nicolas II est dénoncée par les Russes blancs, les légitimistes, comme un crime rituel. Oui, un crime rituel commis par les bolcheviks juifs. La grande majorité des leaders bolcheviques est juive, et l'assimilation bolchevique égale juif, c'est une évidence. Et ça, on le voit tout de suite, dès 1919, avec les immigrés russes anticommunistes. Ils se dispersent un petit peu partout et ils diffusent les protocoles des sages de Sion dans de nombreuses régions du monde. Alors d'abord, c'est en russe, dans leur propre langue, sous la forme d'extraits, de résumés. On en trouve trace aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en France, au Proche-Orient. Juste un exemple, 2 immigrés russes qui publient comme ça à Berlin un annuaire
séminaire à destination de leur communauté qui liste les preuves du complot juif en cours. Dans cet ouvrage, ils titrent le texte « Protocole des sages de Sion » et ce sont eux les premiers à le faire. C'est intéressant parce qu'on parle depuis le début des protocoles des sages de Sion, mais finalement l'appellation protocole des sages de Sion vient de cette édition et c'est que le début, puisque dès l'année suivante, en janvier 1920, on traduit les protocoles. On passe du russe à l'allemand, ensuite le mois suivant, une nouvelle traduction anglaise est prête. La carrière internationale des protocoles démarre vraiment, c'est les sages de Sion qui deviennent les ennemis absolus. Le complot visant à l'origine la Russie devient un complot mondial. Et on trouve plusieurs éditions avec des sous-titres qui donnent quand même une idée de la teneur des différentes préfaces explicatives qui accompagnent chacun de ces documents. J'en cite quelques-unes. Les protocoles des sages de Sion, sous-titres les causes des troubles mondiaux, les protocoles des sages de Sion, sous-titre un homme averti est un homme armé, les protocoles des sages de Sion, le programme du gouvernement mondial secret. Le tirage de certaines éditions dépasse les 100 000 exemplaires, ce qui est considérable à l'époque. Tous parano. Je crois que je suis parano. Tous parano. 3 mois après la publication de l'édition anglaise, qui quand même change tout. Donc ça c'est le protocole sous-titré Le Péril Juif. Le Times de Londres, qui est quand même la référence des journaux en son temps, considère que l'information est assez sérieuse et importante pour daigner publier un long éditorial consacré au protocole. Bon, il n'est pas signé, et il considère que les protocoles demandent une enquête approfondie. Pour la première fois, entre les lignes, on voit que la rédaction semblait mettre un doute sur l'authenticité du document. Enfin, en tout cas, la question est posée. Ouais, mais il y a aussi plusieurs formulations choc qui frappent les lecteurs. Par exemple, celle-ci, comment expliquer le terrible don prophétique qui a prédit tout cela à l'avance ? Un autre, n'aurions-nous pas lutté au cours des années passées contre la domination mondiale de l'Allemagne que pour affronter à présent un ennemi bien plus dangereux ? Les Juifs. Un autre, si les protocoles ont bien été écrits par les sages de Sion, alors tout ce qui a été entrepris contre les Juifs est justifié, nécessaire et urgent. Mais finalement, pour beaucoup de lecteurs, en abordant ces questions, c'est une manière de concéder qu'un problème juif se pose réellement. Si même le Times en fait grand cas, c'est qu'il y a là un fond de vérité. C'est ce qui se dit dans les salons, et cet éditorial est ainsi cité, exploité, évidemment, par les propagateurs des protocoles comme une preuve supplémentaire de leur authenticité. Et puis d'une façon plus générale, c'est une grande curiosité pour ce texte, et ce, un peu partout en Europe. Bah oui, parce que dans la foulée de l'éditorial du Times, de nombreuses traductions des protocoles voient le jour, avec les premières éditions en français, mais aussi en polonais, hongrois, italien, serbe, arabe. L'été 1921 apporte son lot de révélations. Les résultats de l'enquête quant à l'origine des protocoles débutés par le Times un an plus tôt sont sans appel. Les protocoles sont bien un faux document qui compile et déforme plusieurs ouvrages. Le texte est principalement tiré du pamphlet de l'avocat français Maurice Joly, publié en 1864 et dirigé contre Napoléon III, intitulé « Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». Lorsqu'on compare les deux textes, de nombreuses phrases sont rigoureusement identiques. Les arguments du dictateur énoncés par Machiavel dans l'œuvre originale ont été attribués dans les protocoles aux mystérieux sages de Sion. Alors le Times y pointe également d'autres sources d'inspiration, comme le célèbre Discours du rabbin. Le Discours du rabbin, c'est à l'origine un chapitre d'une œuvre de fiction intitulée Biarritz, écrite en 1869 par un auteur de romans à sensation allemand nommé Hermann Goethe, que tu as lu, Geoffroy. Que j'ai lu, et dans un chapitre de Biarritz, Goethe décrit la tenue d'une assemblée nocturne qui réunit les représentants des 12 tribus d'Israël dans le cimetière juif de Prague, que par ailleurs j'ai visité. Ils sont autour d'un tombeau, il y a le diable qui est matérialisé par une flamme bleue, des trucs comme ça. Voilà, et les participants exposent les uns après les autres le bilan de leurs activités en vue de contrôler le monde.
Dès 1872, ce passage du livre, il est publié séparément en Russie et il est présenté comme fondé sur des faits réels. Ouais, c'est ça le petit twist. Hein. Et on retrouve bien ici, dans son versant ésotérique, l'essentiel de la matière brassée par les protocoles. Tous parano. Moi, je suis parano. Alors, vous l'avez compris, l'enquête du Times a donc bien prouvé que le texte de protocole est un plagiat avec au minimum ces 2 sources. Mais les conclusions du journal ne freinent pas pour autant la diffusion du texte. Ah, c'est même l'opposé. Hein. Les protocoles n'ont jamais eu autant de succès. Et c'est le cas notamment aux États-Unis, où l'industriel automobile, le milliardaire Henry Ford, finance alors une campagne anti-juive. Et oui, un antisémite notoire, Henry Ford, met lui-même la main à la pâte en publiant Le Juif international, dont la première édition est tirée à 500 000 exemplaires. Le Juif international devient un véritable best-seller, un best-seller qui fait de nombreuses fois référence explicite au protocole et qui banalise aussi les thèmes de l'Amérique juive et du complot judéo-bolchevique. Et à partir de 1922, le Juif international devient un phénomène mondial, en sortant dans des versions abrégées, traduites dans de nombreux pays. Et en dépit de la démonstration du Times, les protocoles sont donc parfaitement intégrés, si c'est ça que tu veux dire, dans l'attirail idéologique des propagandistes antisémites en Occident. Mais oui, c'est ça que je voulais dire, parce que cette banalisation et cette internationalisation de la thèse du complot juif sur le thème de la menace communiste, la menace communiste, effectivement, va paradoxalement se dédoubler d'une autre accusation. On trouve des voix à l'extrême gauche qui s'emparent du sujet, pourrait-on dire, et qui donnent leur propre interprétation. Les protocoles permettent d'accréditer la thèse d'une collusion entre juifs et la haute finance internationale. Ah bah nous y voilà maintenant, les juifs et l'or. Alors dans les protocoles, la diaspora juive est en effet décrite alors comme une stratégie mise en place par les sages de Sion pour s'emparer des richesses et des capitaux de tous les pays. C'est dans les protocoles, et c'est vrai qu'avec la crise de 1929, l'idée d'un complot judéo-capitaliste, d'ailleurs qu'on désigne souvent à l'époque sous l'appellation judéo-plutocratique, pour ceux que ça intéresse. Bah ça gagne en tout cas nettement en popularité, même si les gens savent pas mettre un nom là-dessus. L'ennemi en tout cas est tout désigné, c'est plus facile, c'est le juif. Et cet ennemi est d'autant plus redoutable et incontournable qu'il prend désormais diverses formes, qu'il s'incarne aussi bien dans la figure du banquier que du révolutionnaire, l'international de l'or et l'international du sang. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Tout est réuni pour que les idées anti-juives pénètrent encore et encore de manière plus significative l'opinion, particulièrement en Allemagne. Oui, là-bas, les protocoles bénéficient de plusieurs rééditions avec des tirages importants. L'identité nationale allemande va se construire contre la figure de l'étranger. Et à droite du spectre politique allemand, on trouve à cette époque le mouvement Völkisch. Völkisch. À la fin du 19e siècle, ce mouvement intellectuel Völkisch, issu du romantisme allemand met en avant le caractère unique, le caractère mystique du peuple allemand et de ses traditions. Mais après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, la dernière génération du Völkisch, qui précède l'émergence du nazisme, affirme désormais sans nuance la supériorité de la race germanique. Les protocoles arrivent à point nommé et ils vont être largement mis à contribution dans la propagande ultranationaliste. Allez, on va parler de Walter Rathenau. On est en 1922, il est ministre de la République de Weimar. Et il est assassiné. Les meurtriers sont des militants Völkisch. Fanatisés, connus défavorablement des services de police. En tout cas, ils sont persuadés de l'authenticité des protocoles. Et ils expliquent leurs gestes par le fait que Rathenau, c'est l'un des mystérieux, des menaçants sages de Sion. Finalement, ils ont tué le ministre de la République de Weimar au nom du bien pour le salut de toute l'Allemagne. Les protocoles sont également cités dans l'ouvrage posthume de l'idéologue Völkisch, toujours Dietrich Eckart. Dietrich Eckart, hein. Le fameux. Oui, parce qu'il est quand même l'auteur d'un livre dont le titre peut sembler hallucinant. Le bolchevisme de Moïse à Lénine, dialogue entre Adolf Hitler et moi. C'est un livre de 1924.
1924, l'année même où Adolf Hitler est jugé pour sa tentative de coup d'État. Ouais, une petite précision quand même. Dietrich Eckart, qui c'est ? C'est un poète, mais surtout, il est connu pour avoir été le mentor du jeune Hitler. Tout ce qu'on dit, c'est basé sur des faits réels. C'est lui qui a soufflé dans l'oreille d'Adolf toute cette idéologie nazie. Il confie ainsi dans le bolchevisme de Moïse à Lénine que les protocoles ont constitué une lecture fondamentale pour la construction intellectuelle du chef du parti nazi. Oui, à l'instar du futur Führer, la lecture des protocoles va constituer pour toute une génération d'Allemands une sorte de rituel initiatique permettant une certaine prise de conscience. Tous parano. Ouais, le texte va être utilisé par les nazis pour recruter de nouveaux adeptes. Et dans cette perspective, Alfred Rosenberg, le principal théoricien du nazisme, publie toujours, dans cette année 1924, un livre entièrement consacré au protocole. Oui, un livre qui est censé ouvrir les yeux des Allemands sur la domination juive selon un plan très ancien. Alors là, le titre est le suivant, Les protocoles des sages de Sion, sous-titre, et la politique juive mondiale. Bon, moi c'est très clair. Pour Rosenberg, les protocoles fournissent la véritable clé de l'histoire au grand public. Il dit « La parution des protocoles a suscité une énorme effervescence. Des millions de gens ont découvert soudain l'explication de tant de phénomènes contemporains qui n'étaient pas le fruit du hasard. » Le complot juif est démasqué. Et Rosenberg se sert de la figure du sage de Sion comme de celle qui va jouer le rôle de l'ennemi ultime dans le cadre d'une vision de l'histoire fondée sur le principe de la lutte à mort entre le juif et l'arien. Cette vision, elle est reprise par Hitler lui-même dans Mein Kampf, publié l'année suivante en 1925. Hitler indique que les protocoles permettent de connaître les secrets des Juifs. Et connaître les secrets des Juifs, c'est pouvoir dévoiler leur vraie nature pour se défendre contre la menace qu'ils représentent. Et en toute logique, Hitler défend dans Mein Kampf l'authenticité des protocoles. Il écrit d'ailleurs les protocoles des sages de Sion que les Juifs renient avec une telle violence ont montré de façon incomparable combien toute l'existence de ce peuple repose sur un mensonge permanent. Les protocoles mettent au jour l'activité du peuple juif avec toutes les ramifications, les buts auxquels il tend. Bon, ça c'était un extrait de Mein Kampf, et avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, vous venez d'en entendre qu'un petit morceau, il faut savoir que Mein Kampf devient une lecture obligatoire et les protocoles sont connus de tous en Allemagne à cette époque-là. Et ils apparaissent comme l'une des justifications, si ce n'est la justification de la politique anti-juive qui est menée en Allemagne. Preuve ultime de la conspiration en cours, ils fournissent aux nazis un permis de tuer, une légitimation de leurs actions. Et avec la Seconde Guerre mondiale, la nature du complot juif évolue encore. Les Juifs sont désormais rendus responsables de la guerre. 1943, l'extension territoriale nazie est à son maximum. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du Troisième Reich, annonce ainsi que l'Allemagne va faire reconnaître par tous les peuples la responsabilité des Juifs dans le déclenchement de la guerre, qualifiée, non sans cynisme, de terrible catastrophe pour l'humanité. Et il ajoute que pour prendre mesure de l'influence néfaste des Juifs, il convient de se reporter au protocole des sages de Sion. Quelques jours plus tard, Goebbels note d'ailleurs dans son journal « Les protocoles sont aujourd'hui aussi actuels que le jour où ils sont parus pour la première fois. J'en ai parlé à midi au Führer. Il estime comme moi que les protocoles peuvent être considérés comme absolument authentiques. Les peuples modernes n'ont pas d'autre solution que d'exterminer les Juifs. » Au final, pour les nazis, le plan dévoilé dans les protocoles montre qu'on ne peut sauver la race aryenne qu'en éliminant tous les Juifs. Et avec la solution finale, les nazis vont au bout de cette logique. L'usage des protocoles comme élément central de la propagande nazie a finalement posé les bases de l'antisémitisme exterminateur qui a justifié l'Holocauste. Tous parano. Avant la Seconde Guerre mondiale, la diffusion des protocoles et l'idée d'un complot juif mondial est restée pour l'essentiel circonscrite à l'Europe et aux États-Unis. Le monde arabe a néanmoins connu le texte des protocoles dès les années 20. Les auteurs musulmans qui reprennent alors à leur compte les protocoles mettent surtout en avant la question morale. Ultramodernisation à marche forcée, matérialisme pour mieux saper les sociétés traditionnelles, les juifs utilisent tous les moyens pour arriver à leur fin. La débauche et l'occidentalisation des mœurs des sociétés arabes semblent constituer la preuve d'un complot juif. La logique du complot antichrétien, elle est naturellement transférée sur le monde islamique
Ce qu'on sous-entend, c'est qu'après avoir brisé la chrétienté, les Juifs s'en prendraient à la communauté musulmane. On trouve de nombreux commentaires qui vont dans ce sens, particulièrement chez les frères musulmans. Ils disent « Il y a un plan des Juifs connus pour répandre la permissivité à travers les grands couturiers et les maisons de mode, comme le révèlent les protocoles des sages de Sion. » Ils disent aussi « Les fameux protocoles des sages de Sion sont les destructeurs du sacré et les normes morales. Ils ont pour cible objective l'islam, qui est la seule religion. » Alors ça, c'est pour les fondations, mais avec la création de l'État d'Israël en 1947, c'est bien une nouvelle étape qui est franchie. Le complot juif est reformulé. Il commence alors sa mue la plus récente. Oui, là on passe au complot sioniste. Il faut bien voir le glissement. Les Juifs ne sont plus visés uniquement en tant que peuple, mais aussi en tant qu'État. Le combat des Arabes et des musulmans contre Israël y est assimilé à une résistance légitime contre les fils de Sion qui poursuivent le rêve de domination mondiale de leurs ancêtres. Oui, cette reformulation va s'appuyer, elle aussi, sur les protocoles. Mai 1967, le Proche-Orient est au bord de la guerre. En Égypte, devant les caméras, les militaires se préparent à combattre Israël. La presse, aux ordres du pouvoir, reflète le ton du président égyptien Nasser, qui multiplie les discours belliqueux. Nous, le peuple arabe, nous ne pouvons accepter ce qui se passe en Palestine, et nous savons nous battre et mourir. Là, on arrive en 67, c'est la guerre des 6 jours. Les presses islamiques à Beyrouth rééditent la version française des protocoles des années 20. Et rééditer une version des protocoles en français, en italien, en espagnol, en arabe, tirée à 300 000 exemplaires. Et puis, il y a une préface, un texte que l'on doit à un journaliste syrien nommé Faiz Ajaz. La guerre des 6 jours est interprétée comme une preuve de l'authenticité des protocoles, comme Faiz Ajaz l'explique dans sa préface. L'année 67 fera date dans l'histoire du Moyen-Orient arabe, mais aussi dans l'histoire de l'humanité, car c'est au cours de cette année que le peuple de Sion confirma, pour la première fois de son histoire, l'authenticité d'un document publié en 1905 et qui n'a cessé, depuis sa parution, de soulever un ouragan de polémiques. Ça fait sourire. Non mais c'est ce qu'on raconte. Il faut rappeler, c'est vrai, tout le contexte de l'époque qui va dans le sens d'une prise de distance avec l'État hébreu qui apparaît alors comme le principal responsable de l'instabilité de la région. Là, les soviétiques, soutien des pays arabes, mènent une campagne antisioniste d'une ampleur inégalée dont les thèmes sont massivement relayés au Proche et au Moyen-Orient. Venant de l'Union soviétique, un ensemble de rumeurs et d'accusations visant les Juifs est remis au goût du jour. Comme le montrent les protocoles, les sionistes complotent, agissent secrètement. Oui, puis cette tendance se confirme de jour en jour au gré de l'évolution du conflit israélo-palestinien et des nouvelles éditions des protocoles. Par exemple, l'invasion au Liban de l'été 82 par Israël, les massacres des camps palestiniens de Sabra et Shatila en septembre. À chaque fois, une nouvelle vague de réédition des protocoles. D'abord dans le bloc communiste, en Yougoslavie, en Pologne, en Jordanie, en Arabie Saoudite l'année suivante, puis finalement en Iran. Ça se répand. En 1985, l'ayatollah Khomeini, Roménie pour les intimes, fait en effet republier à Téhéran l'édition libanaise des protocoles de 1967. La région ne pourra jouir du calme et de la paix tant que la tumeur cancéreuse d'Israël n'aura pas été arrachée. C'est sous ce rapport que nous réimprimons l'ouvrage présent afin d'exposer la vraie nature de ce dangereux ennemi. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Dès cette époque, l'endoctrinement anti-juif dans le monde arabo-musulman débute à l'école primaire. Oui, on peut parler de la bande dessinée de Riyad Satouf, par exemple, l'Arabe du futur. BD qu'on vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, et qui donne de manière souriante, mais parfois tragicomique quand même, l'ambiance et l'imprégnation anti-juive qui pouvait régner en Syrie à cette époque-là. On peut se pencher aussi sur le cas de l'Arabie Saoudite et de ses manuels scolaires qui pourraient constituer toute une saison de Tous Parano, mais pour résumer à grands traits, on y trouve par exemple ceci: la Palestine, c'est l'objectif principal des Juifs parce que c'est la base d'où commencera la domination du monde. Parce que la domination du monde, c'est ce qui constitue l'objectif final du mouvement sioniste, un objectif final dont on trouve les preuves et les plans diaboliques dans les protocoles des sages de Sion. Et oui, dans ces manuels, toute l'histoire est revue en fonction du prisme du complot juif, de la Révolution française,
française, version judéo-jacobine, en passant par la Révolution d'octobre, version judéo-bolchevique, jusqu'à la création de l'ONU, et bien sûr d'Israël, version américano-sioniste. Dans les prêches islamistes, la référence au protocole devient systématique. L'appel à la destruction d'Israël n'est pas une exception. Et à ce titre, on peut faire le parallèle entre l'antisionisme des islamistes qui appelle à l'annihilation de l'État d'Israël et l'antisémitisme exterminateur des nazis. L'article 22 de la Charte d'Allah de 1998, donc c'est la charte du mouvement islamiste palestinien Hamas, témoigne en effet de cette retraduction islamiste et antisioniste de l'idée de complot juif adaptée à la guerre totale avec Israël. Ils disent ça. La conspiration sioniste n'a pas de limite. Le plan a été énoncé dans les protocoles de Sage de Sion et leur conduite actuelle en est la meilleure preuve. Il y a une telle adhésion chez les islamistes à l'idée de l'authenticité des protocoles des Sages de Sion. Ah, ça c'est marrant. Qu'ils sont devenus tragicomique également. Le modèle à suivre pour établir un contre-complot. Donc ils croient au complot et ils le trouvent tellement balèze qu'ils se disent qu'il faut faire la même chose. Exactement, appliquer les mêmes méthodes afin d'abattre l'État juif. Et ça, alors on trouve par exemple chez Saïd Ramadan, le gendre du fondateur des frères musulmans. Le père de Tariq. Et le père de Tariq, oui, voilà, le père de Tariq Ramadan, qui résume finalement cette idée en commentant les protocoles et qui dit nous sommes convaincus que le plan élaboré doit être contré par un plan tout aussi élaboré. En tout cas, dans le monde arabe, les protocoles ne sont pas exploités par les seuls milieux islamistes et abordés à l'école. Ils sont également devenus, au cours des 2 dernières décennies, les stars du petit écran. Oui, c'est ça qui est un petit peu nouveau, c'est la manière dont ça va toucher effectivement un grand public. Média populaire, après le livre, la télévision. Exactement, avec la première retransmission par exemple en novembre 2002 de la série télé égyptienne Le Cavalier sans monture. Ça a été un vrai phénomène de société dans le pays. Imaginez Plus belle la vie versus protocole, et là on est en Égypte. L'intrigue est totalement fondée sur les protocoles. Évidemment, ça alimente aux yeux du grand public la théorie du complot sioniste. Alors, l'authenticité du document, elle n'est même pas à démontrer. Comme le dit sans embâche, pour utiliser cette expression d'un français un peu précieux. Pas mal, pas mal. Comme le dit, sans censure aucune, le comédien star et producteur de la série Mohamed Sobi, les protocoles doivent être mieux connus, parce que finalement ils révèlent les plans sionistes pour s'emparer de la Palestine. Ce spectacle a déclenché de nombreuses attaques et une plainte pour antisémitisme a même été déposée contre moi à La Haye. C'est quelque chose dont je suis très fier, mais le vrai résultat de cette diffusion a été que 2 millions de copies des protocoles des Sages de Sion ont été commandées par des étudiants, et cela en moins de 3 mois. Les producteurs de cette série à succès, ils ont fait des émules. La chaîne de télévision du Hezbollah, Al-Manar, a diffusé en novembre 2003 une série syrienne, Al-Shatat, Diaspora, dont l'ambition est de reconstituer historiquement la thèse conspirationniste selon laquelle l'instauration d'un gouvernement juif mondial est au cœur d'un projet secret de la famille Rothschild. Et aussi en Palestine. En 2003, la télévision éducative, j'appelle ça comme ça, de l'autorité palestinienne diffuse un document. On avait l'ORTF en son temps. Voilà, l'ORTF palestinien diffuse un documentaire intitulé tout simplement Les protocoles des Sages de Sion. Le sous-titre est équivoque, la négation du droit d'Israël à exister. De belles soirées télé en perspective à Ramallah, quoi. Donc oui, la culture populaire surfe sur cette idée d'un complot juif. Émissions de télévision, prêches religieux, leçons d'histoire à l'école. Et on aboutit dans les pays arabo-musulmans à une croyance généralisée en l'authenticité des protocoles. Et puis, vous l'aurez compris, cette croyance touche tous les milieux sociaux, y compris de nombreux intellectuels. Juste une anecdote qui en dit long. Au début des années 2000, au moment de l'inauguration de la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, un lieu de savoir, donc on est plutôt là-dedans, présentant les collections à la presse, le directeur de cette bibliothèque, Youssef Saïdan, il a choisi de placer la traduction arabe des protocoles à côté des manuscrits de la Torah dans la partie de la bibliothèque consacrée au livre saint des religions monothéistes.
Une classification qui en dit long. Et à aucun moment, il ne semble douter du caractère authentique du faux. Voici l'explication qu'il donne. Bien que les protocoles ne soient pas un livre saint du monothéisme, c'est le moins qu'on puisse dire, il est devenu l'un des textes doctrinaux sacrés des Juifs. Voilà ce qu'il dit. Leur première constitution, leur façon de vivre. Le livre des protocoles des sages de Sion, il est même plus important pour les Juifs que la Torah, parce que finalement, c'est lui qui gère leur vie selon ses principes. Alors nous l'avons vu, les protocoles et sages de Sion sont à l'origine un complot ourdi par des professionnels de l'intoxication. Les germes qu'ils ont mis en culture dans les esprits ont dépassé toutes les limites. Ce n'est pas parce que ce document n'est pas authentique que sa diffusion a été freinée. Parce que, sans doute, le vrai et le faux, ce n'est pas ça qui compte. L'important n'est pas la vérité, l'important est l'effet produit, et s'il a un effet, c'est sûrement qu'il y a un fond. Aujourd'hui, avec Internet, on le constate tous les jours. Les barrières entre le vrai et le faux sont plus que jamais mouvantes et incertaines. Mais aujourd'hui, les protocoles n'ont jamais été autant diffusés, de manière numérique. Le nombre d'éditeurs s'est aussi multiplié. En un clic, il est facile de se procurer avec, sans préface, avec ou sans la mention que l'auteur c'est Golovinsky, justement. Sur les sites de vente en ligne, un rapide coup d'œil sur les commentaires d'acheteurs permet déjà de se rendre compte que les protocoles font réagir et puis qu'un nombre important de lecteurs les considère même comme authentiques. Cette théorie d'un complot juif mondial est toujours d'actualité et elle vient de loin. On aurait pu, Gaël, remonter le temps plus que nous l'avons fait dans cet épisode. Ce qu'on peut dire, c'est que cette croyance, est-ce que c'est pas aussi une version modernisée, quelquefois laïcisée, quelquefois islamisée, des représentations populaires médiévales, représentations d'après lesquelles les juifs étaient une ligue de sorciers employés par Satan à la ruine spirituelle et physique de la chrétienté. Quand Mathieu Golovinsky a rédigé les protocoles au début du XXe siècle, mais c'est aussi cet imaginaire-là, cet imaginaire médiéval qu'il a pu exploiter. Et autant que par sa fabrication franco-russe, que par sa diffusion, que par sa réception et son exploitation, son instrumentalisation, l'histoire surprenante de ce faux montre l'aptitude étonnante de ce texte à être recyclé dans des contextes fort divers. Bref, de quoi nous rendre tous parano. On se retrouve très vite avec un prochain épisode. Ça c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Tous parano.